Je vais rappeler donc ce texte que j'ai présenté la dernière fois sans insister. C'était la naissance des signes. C'est un mythe Minyanka, c'est-à-dire Sénoufo au Mali. On a parlé de Clé la dernière fois. Je rappelais, en fait, Clé, maintenant, vous savez que c'est ce qu'on appelle le russe, c'est Atum. C'est toujours le héros culturel de toute façon. OK. Donc, Clé, qui vivait alors avec ses enfants dans une forêt au ciel, décida un jour de réunir tous ses petits-enfants dans une clairière. Là, ayant compté tous ses petits-enfants, il leur donna l'ordre de tuer leurs parents respectifs. Tous exécutèrent l'ordre de Clé, à l'exception du Kalao, qui, agissant par ruse, conserva ses parents dans le creux d'un arbre. Mais Clé, en se promenant dans la forêt, eut très tôt le sentiment que le Kalao n'avait pas tué ses parents. Ayant à nouveau rassemblé ses petits-enfants dans la clairière, il les compta un à un et leur imposa à tous une petite épreuve. Faites-moi pour demain, leur dit-il, une corde en sable blanc. Le lendemain, le Kalao, à qui son père avait transmis dans le creux de l'arbre le secret des signes de la création de Clé, dit à Clé, trace-nous donc le signe de cette corde en sable blanc. À ces mots, Clé comprit que le Kalao n'avait pas tué ses parents. Alors, dans sa colère, il brisa l'arbre où étaient cachés les parents du Kalao et l'arbre alla se fracasser sur la terre de façon tellement violente que tous les fragments contenant les signes de Clé s'éparpillèrent. Sur terre, le Kalao se mit à recollecter avec son bec tous les fragments de l'arbre qui contenaient les signes de Clé. Il les avala un à un et les recracha plus tard à l'intention des petits hommes. Alors, il y a plusieurs intervenants dans ce mythe, mais le Kalao, bien sûr, c'est Thoth. Sauf que je ne vais pas en parler dans le détail. On aura peut-être l'occasion d'y revenir puisque nous allons parler des signes dans les prochaines séances de manière spécifique. Donc, on va parler de Thoth, évidemment, mais c'est lui ici, en fait. Mais ce n'est pas le rapport que j'ai souhaité souligner ici. Je voulais simplement attirer votre attention sur l'élément fondamental du mythe, l'élément autour duquel s'organise le mythe. Cet élément, c'est l'arbre. Okay? Cet arbre dans lequel le Kalao cache ses parents, cet arbre qui est brisé, etc. Et les fragments de l'arbre qui contenaient les signes. Donc, c'est l'arbre qui contenait les signes. Ce n'est pas pour rien, vous allez comprendre la pertinence du fait. Parce que lorsqu'on questionne maintenant ce que c'est qu'un hiéroglyphe, donc les paroles divines, vulgairement, je dirais comme ça, appelées Médou Nétier, parce que quand on dit Médou Nétier, on a l'impression d'être un savant. Médou Nétier, pourtant c'est un barbarisme qui doit disparaître. Mais bon, on va dire ça comme ça pour l'instant. Donc, voici plusieurs manières d'écrire ce thème. D'accord? C'est la même chose, ça se lit Médou, on va dire ça comme ça, pour l'instant, d'accord? MDW. Mais le dernier thème se lit en égyptologie Médou Nétier, parce que vous avez le thème de la divinité, qui est donc ce signe qui représente un étendard, un drapeau. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir quand on va aborder la prochaine fois la notion de Dieu. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Bon. Traduction, parler, s'adresser, parole, discours, parole divine, écrit sacré. C'est le corpus que vous êtes amené à maîtriser quand vous engagez une démarche de scribe. Vous devez savoir ce que c'est que ces paroles, écrits sacrés, parce que c'est ce qui va vous occuper, évidemment. Donc, ces trois graphies, qui sont des variantes d'un même thème, sont translittérées MDW et parfois MWDW. Donc, en égyptologie, ils vont lire Médou, d'accord? Bon, ça, c'est pour la convention. Je vais faire une analyse brève par la technique des homographes en me servant donc d'un homographe qui, comme vous le savez, est un signe qui présente une graphie qui présente les mêmes signes, mais qui a un sens différent. À gauche, vous avez le thème qui nous occupe, Médou, parole, parler. À droite, vous avez le nom du bâton, de la canne, de la baguette. Ce sont des homographes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce sont des homographes? Je viens de le dire, mais vous pouvez le redire. Pourquoi ces deux graphies sont des homographes? Ils mobilisent les mêmes signes. C'est ça. Et quelle est la conséquence de cela? Ça veut dire qu'ils mobilisent les mêmes sons. Exactement. Ça veut dire que si je sais comment on dit le bâton, la canne, la baguette dans les langues africaines, je sais exactement comment lire cette graphie. Donc, je ne dirai plus Medou, parce qu'on ne dit pas Medou pour dire la canne, le bâton. Je ne sais pas si vous comprenez la logique, c'est simple. C'est simple. D'accord? C'est vraiment ça. OK? Donc, la première chose, c'est qu'on observe que, en fait, la structure qui est translittérée Medou, c'est le nom de l'arbre dans les langues africaines. En Douma, on dit Mouti. C'est ça qu'ils lisent Medou. MD, c'est MT, parce que le D et le T, c'est la même lettre. Sauf qu'on ne dit pas toujours Mouti. Parfois, on va dire Ati, tige, arbre, ou T, arbre, Ti, arbre, T, arbre. OK? En chop, on dit Nti, c'est la canne. Donc, c'est vraiment la canne. On dit Nti, c'est l'arbre. Donc, la canne et l'arbre ont le même nom.
En Gbeya, on dit thé, c'est l'arbre. En Kiembu, on dit mouti, c'est le pilon. En Lori, on dit mouti, c'est l'arbre. Bon. Et on se rend compte qu'en fait, en copte, le vrai mot existe, sauf que les égyptologues ne vont jamais chercher le copte parce que peut-être que, voilà, comme ce n'est pas Meudou, ils ont peut-être des problèmes avec ça. Mais la réalité, c'est que en copte, on dit mouté ou mouti pour dire appeler, nommer, conjurer, parler, chanter, incantation. Et c'est la lecture effective de cette graphie qui est translittérée Meudou. Et ça, tout le monde le sait. Parce qu'on dit mouti ou mouté. D'accord? Mais c'est le nom de l'arbre dans les langues africaines. Voilà pourquoi le mythe Sénoufo utilise l'arbre comme origine des signes. C'est quelque chose de fondamental. Ça, vraiment, vous devez le savoir. Et vous observez que quand je dis thé, là, c'est un mot que vous connaissez. Ça renvoie à quoi? À la négation. À tout. Oui, mais à la salive, au crachat. Mais oui, c'est ça. Quand je dis maté ou mouti, la structure phonétique est la même. Maté, c'est la salive. Mouti, c'est l'arbre. Je suis en train de parler de la même chose. Ça veut dire que dans son crachat, là, c'est à ce moment-là que les signes sont sortis. C'est ce que ça veut dire. Et ça va se préciser d'ailleurs. Bon. La chose est que, maintenant, je vais rendre ça clair pour tout le monde. Ici, vous avez ce qu'on appelle une aire de battage. C'est chez les Dogons, une aire de battage du mil. Des femmes sont en train de piler le mil. C'est une aire de battage. Bon, j'ai souvent parlé de l'aire de battage. Je vais peut-être en dire un petit mot tout à l'heure. Si ce n'est pas clair, vous allez me dire si ce n'est pas clair. Je vais préciser les choses. Mais c'est quelque chose de fondamental. Bon, elles sont en train de piler le mil. La chose est, c'est que quand vous observez ce signe qui est ici en haut, à votre gauche, ce n'est pas une canne. Ce n'est pas, parce qu'un vieillard ne peut pas marcher avec ceci. D'accord? Ce n'est pas une canne. Même si les égyptologues disent que c'est une canne ou je ne sais pas quoi. Non, c'est un pilon qui se dit aussi mouti. J'ai donné l'exemple du Kiembu, qui est une langue de Tanzanie. Donc l'arbre, la tige, la baguette, le pilon, c'est le même mot, c'est mouti. D'accord? Mouti, qui désigne le pilon. Donc c'est un pilon ici que vous avez ici. En fait, sous les yeux, parce que j'espère que chacun sait reconnaître un pilon. Hein, rassurez-moi, parce que peut-être que je dis, mais ce n'est pas clair. Est-ce que vous voyez un pilon?